Arata Inohara était un lycéen dépressif, autrefois athlète talentueux mais trahi et harcelé par son meilleur ami au collège. Depuis, il ne pouvait plus vivre librement, le traumatisme de cette trahison occupant sans cesse son esprit, le rongeant de l'intérieur. Tout bascule le jour où il échange sa place avec quelqu'un d'un monde parallèle, se retrouvant propulsé dans une bataille où seul le vainqueur survit. Cela le force à affronter ses peurs les plus profondes et il devient l'un des plus puissants héros de ce monde. Bien avant cela, il était lâche, complètement brisé par le harcèlement incessant de Masato, son meilleur ami du collège. Il retrouvait un peu de joie de vivre grâce à un nouvel ami qu'il avait rencontré au lycée. Mais quand il entendit son nouvel ami dire à des brutes qu'il n'avait jamais été ami avec Arata, son cœur se brisa en 1000 morceaux. Arata perdit alors toute foi en autrui, pensant ne plus jamais faire confiance à qui que ce soit désormais. Il voulait juste disparaître de ce monde. Dans un autre monde, un autre garçon portant le même nom qu'Arata fuit sa maison. Sa grand-mère lui dit d'arrêter de fuir et d'accepter son destin, mais Arata refuse de se faire passer pour une femme, le travestissement n'étant absolument pas pour lui. Enragé par sa réplique, sa grand-mère l'attaque magiquement, le faisant tomber à la mer. Il est secouru plus tard et sa grand-mère lui dit alors qu'il n'a d'autre choix que de vivre comme une femme à partir de maintenant et de devenir la prochaine princesse régnante du royaume. Il s'avère que leur royaume est toujours dirigé par une princesse au pouvoir magique, et cette princesse est toujours choisie au sein du clan Eratu. La princesse actuelle est âgée maintenant, mais le clan n'a pas eu de fille depuis de nombreuses décennies pour la remplacer. C'est pourquoi la grand-mère d'Eratu l'a déclarée fille à sa naissance, et il doit maintenant devenir la prochaine princesse régnante. Il lui dit que c'est impossible, car seules les femmes peuvent utiliser la magie dans ce monde, et c'est l'un des critères les plus importants pour devenir la princesse régnante. Cependant, Mamie lui dit que s'il ne devient pas la prochaine princesse, leur clan entier sera purgé pour avoir failli à son devoir. Elle dit à Eratu d'avaler sa fierté et de devenir une femme afin qu'ils puissent protéger leur clan et leur arme divine. Arata lève l'épée rouillée et commence à jouer avec, disant que c'est juste une ferraille, pas une arme divine. Mamie lui crie dessus mais subit soudain un AVC et la voyant ainsi, Arata II n'a d'autre choix que d'agir en femme pour le bien de son clan. Le lendemain, Arata II monte en carrosse avec sa servante personnelle Kotoa, qui explique que la princesse soumet les dieux de ce monde qui résident dans les épées. La princesse actuelle a déjà régné pendant 2 mandats, totalisant 60 ans, et elle est bien trop vieille maintenant. Cette leçon n'aide absolument pas Eratu à se sentir mieux après avoir été habillée en fille, et il souhaite disparaître dans un autre monde. Pour l'aider à se sentir mieux, Kotoa lui donne un porte-bonheur qu'elle a reçu de la princesse Kiku lorsqu'elle l'a servi dans le passé. Son geste réconforte Arata II et il dit qu'il fera de son mieux pour tromper Kiku et ses gardes. Le lendemain, il se rend à la capitale et entre dans la gigantesque tour, qui est la résidence de la princesse régnante. Arata II monte au sommet de la tour et se retrouve entouré des sanctuaires des 12 gardiens, les plus forts guerriers du royaume et les loyaux gardes de la princesse. Soudain, la princesse Kiku vient le saluer et commencer la cérémonie, et Arata II est étonné de voir qu'elle n'est pas une vieille mégère comme il l'avait imaginé, mais une jeune femme à la place. Arata II trouve que Kiku est une personne très gentille et agréable et il ne veut pas trahir sa confiance. Mais alors soudainement, l'un de ses 12 gardes bondit vers l'autel et la frappe. Elle est dévastée par la trahison de l'homme nommé Kananji et l'attaque avec une explosion magique, mais elle est trop faible pour lui faire le moindre dégât. La princesse tombe au sol et utilise le dernier souffle de son énergie pour préserver son corps. Et alors qu'Arata II laisse échapper sa vraie voix, Kanan apprend que c'est un homme. Il avait de toute façon prévu de tuer la prochaine princesse, donc le genre lui importe peu dans cette affaire. Arata II panique et demande aux 12 gardiens de faire quelque chose, car la princesse qu'ils sont censés garder vient de mourir, mais il s'avère que chacun d'entre eux est un traître. Kanan attaque soudain Arata II, qui esquive l'attaque d'une manière ou d'une autre et saute ensuite dans la piscine en contrebas. Alors que les flammes vertes au sommet de la tour s'éteignent, le public panique et Kanan annonce à tout le monde que la princesse a été tuée par un homme nommé Arata, qui s'est fait passer pour une femme afin de s'approcher d'elle sans éveiller le moindre soupçon. Kanan mobilise toute l'armée pour trouver Arata II, qui court torse nu à travers la ville pour trouver un endroit sûr. Désespéré, il se dirige vers la forêt de Kando, qui est connue pour être un endroit redouté, qui consume ceux qui y entrent, et ceux qui en sortent sont à jamais changés. Arata II ne peut penser qu'à la trahison des 12 gardiens envers la princesse quand soudain, la forêt commence à résonner d'étranges bruits. Arata II se demande ce qui se passe et au même moment, Arata entend aussi quelqu'un appeler son nom. Pendant un bref instant, ils se voient flotter dans le ciel et puis ils sont échangés l'un avec l'autre. Arata se retrouve dans la forêt incapable de comprendre ce qui vient de se passer ni où il se trouve exactement. Alors qu'il sort de la forêt et observe la tour, une flèche rapide manque de le toucher. Kanan et quelques soldats sont là pour le capturer car, à leurs yeux, il apparaît exactement comme Arata II. Arata s'abrite à l'intérieur des arbres pour éviter leurs flèches et soudainement, il est téléporté quelque part.
Kotoa lui saute dessus de nulle part car elle aussi croit fermement qu'il est Arata 2. Elle dit qu'elle est vraiment ravie qu'il aille bien, mais Arata lui demande qui elle est. Elle répond que ce n'est pas le moment de jouer et lui prend la main alors qu'elle le mène en sécurité à leur village. Une fois arrivé au village, Kotoa dit à Mami que Kiku est morte et que tout le monde pense qu'Arata 2 l'a tuée. Mami est choquée et puis Kotoa dit qu'Arata 2 a également perdu ses souvenirs après être entré dans la forêt de Kando. Mami est paniquée et emmène Arata au sous-sol secret où il révèle qu'il vient d'un autre monde. Elle le croit parce que la légende des forêts de Kando dit que ceux qui reviennent de la forêt sont complètement changés et cela pourrait être parce qu'ils sont tous échangés avec une autre personne d'un monde différent. Arata est choqué d'entendre cela et demande s'il peut retourner chez lui, mais elle refuse, disant qu'il doit vivre comme Arata 2 désormais. Arata refuse de vivre comme un criminel recherché, mais Mami est ferme sur le fait que son petit-fils ne commettrait jamais un crime pareil. Arata devient fou en pensant à sa vie, qui est pleine de souffrances constantes, quand soudain Mami entend les cris de Kotoa. Elle va dehors et découvre que Kanan l'a prise en otage, et il exige de la vieille femme qu'elle lui livre Arata 2 si elle veut que la jeune fille vive. Mami prétend qu'elle ne sait absolument rien à ce sujet, alors Kanan torture Kotoa, lui demandant si elle veut mourir en protégeant un criminel. Elle crie qu'elle croit fermement qu'Arata 2 n'a pas tué la princesse et ces mots secouent Arata jusqu'au plus profond de son être. Il ne peut laisser la foi de quelqu'un d'autre être trahi, alors il sort pour sauver Kotoa. Kanan jette Kotoa de côté alors qu'il commande à un soldat de le tuer. Arata trébucha en arrière et remarqua l'épée rouillée tomber au sol. Il la saisit pour se défendre et repousse le soldat. Soudainement, le pouvoir dormant à l'intérieur de l'épée rouillée s'éveille. Arata et Mami le remarquent, mais Kanan, lui, ne le voit pas. Il pense qu'une arme divine est totalement inutile entre les mains d'une personne normale, alors il décide de tuer Arata en utilisant la capacité de feu de son épée. Arata panique, mais comme Mami lui dit de demander au dieu à l'intérieur de l'épée d'apparaître, il fait de même. Soudainement, une barrière dorée apparaît autour de lui, et le feu de l'attaque de Kanan commence à y être absorbé. Personne ne peut croire ce qui est en train de se passer, Arata étant le plus choqué par cette découverte soudaine. L'attaque de feu de Kanan étant continuellement absorbée, il décide de maîtriser le pouvoir de son arme. Il affirme qu'il est absolument incroyable qu'Arata soit aussi un élu, et puis soudainement le toit endommagé s'effondre. Alors que les soldats fouillent à travers les ruines de la maison, ils ne trouvent ni Arata ni les autres. Kanan est assis seul quand un autre des 12 gardiens, nommé Aka, arrive et l'informe qu'ils ont un changement de plan. Ils veulent capturer Arata vivant maintenant afin de pouvoir le soumettre à un procès et ensuite le punir devant tout le monde pour réussir leur rébellion. De retour dans le monde moderne, la mère et la sœur d'Arata le cherchent, mais elles ne peuvent pas le joindre sur son numéro. Juste à ce moment-là, elles voient un groupe de personnes rassemblées autour de quelqu'un, parlant d'un bel homme torse nu dans les rues. La mère d'Arata est un peu perverse, alors elle oublie son fils et va voir le bel homme, seulement pour découvrir qu'il s'agit d'Arata 2, qui lui ressemble exactement comme son propre fils. D'autre part, Arata et les autres sont dans une grotte où Mami dit à Arata que les dieux de ce monde résident dans les armes divines. Les élus peuvent manier ces armes divines et commander le pouvoir des dieux, et maintenant Arata est l'un d'entre eux. Après cela, Kotoa lui donne le plat préféré d'Arata 2, espérant que ses souvenirs lui reviendront s'il le mange. Arata se sent mal pour la jeune fille qui veut Arata 2 de manière si désespérée qu'elle ne peut accepter qu'il soit une personne différente. Il va dehors pour prendre l'air, mais Kotoa le suit également. Elle dit à Arata que sa mémoire reviendra sûrement, et quand il essaie d'expliquer qu'il est une personne différente venant d'un autre monde, elle hoche la tête comme si elle croyait tout ce qu'il dit. Elle le serre alors soudainement dans ses bras par derrière, disant qu'elle croit fermement que son maître reviendra. Arata est déjà frustrée, et puis Kotoa ouvre sa chemise pour constater que le porte-bonheur qu'elle lui a donné est manquant. Elle demande s'il l'a perdu, et même si elle est contrariée, elle lui donne le second, le set complet. Arata commence à s'ouvrir à elle quand soudainement Kanan arrive et il a déjà pris Mami en otage. Il dit à Arata de se rendre ou de le combattre et Mami interdit à Arata d'utiliser son arme, alors il se fait arrêter à sa place. Kanan le jette dans un carrosse de prison et dit qu'il sera jugé officiellement pour le meurtre de la princesse et Arata crie qu'il ne sait même pas de quoi Kanan est en train de parler. Kanan pense qu'il a perdu ses souvenirs dans la forêt mais il s'en fiche complètement car il a l'intention de le punir de toute façon. Arata devient fou à l'intérieur du carrosse après cela, quand soudainement son porte-bonheur commence à briller et il projette une vidéo sur la paroi montrant Arata 2 dans sa chambre. Les deux garçons sont choqués de voir cela et Arata essaie de retourner dans sa chambre à travers le portail, mais il se cogne la tête contre le carrosse en bois. Finalement, les deux Arata réalisent et acceptent qu'ils ont échangé de monde. Arata 1 demande à Arata 2 pourquoi il a tué la princesse et il répond qu'il est piégé pour un crime que Kanan a commis et que les 12 gardes sont tous complices. Il affirme que la princesse semblait dévastée quand ces salauds l'ont trahi et il ne leur pardonnera jamais cela. Arata est choqué d'entendre cela mais il décide de faire confiance à Arata 2. Arata 2 demande alors si Kotoa et Mami vont bien et Arata répond qu'elles n'ont pas été arrêtées. Arata 2 est soulagé et il lui demande de prendre soin d'elle.
Arata révèle également que l'épée divine s'est éveillée et Arata 2 est galvanisé parce que maintenant quelqu'un peut combattre les 12 gardiens. Ils se promettent mutuellement de trouver un moyen de ramener les choses boulouses à la normale, mais alors soudainement le portail commence à rétrécir. Juste à ce moment-là, la mère d'Arata commence aussi à venir dans sa chambre dans le monde moderne. Arata essaie de l'appeler, mais c'est en vain, car le portail se ferme. Le lendemain, un grand jury est convoqué pour décider de la punition d'Arata. Les 12 gardes agissent comme procureurs et témoins et ils accusent Arata d'avoir tué la princesse alors qu'il était déguisé en femme. Ils montrent une photo de la princesse qui est suspendue à un fil entre la vie et la mort. Le jury devient furieux en voyant cela et ils exigent immédiatement la peine de mort pour le criminel sans aucun procès. Kanan les fait taire et dit que les 12 gardiens n'ont pas pu protéger la princesse et qu'ils en sont profondément attristés. Arata s'emporte en entendant cela et dit à Kanan d'arrêter ses conneries. Il qualifie les 12 gardiens de traîtres et de meurtriers qui sont pires que des ordures. Il leur demande, n'ont-ils pas eu de remords quand ils ont attaqué la princesse qui leur faisait confiance de sa vie? Soudainement, le guerrier nommé Aka envoie sa lance vers Arata et lui demande comment il peut mentir sur les 12 gardiens ayant blessé la princesse car ils sont toujours en deuil de sa mort. Les autres guerriers d'élite jouent également la même comédie et malgré une très mauvaise tentative d'acteur, ils ont réussi à convaincre le jury. Maintenant qu'Arata est acculé par tout le monde, il se souvient de la façon dont il a été harcelé à l'école et il abandonne. Il est exilé sur l'île-prison de Gatoya comme punition au lieu d'être exécuté parce que Kanan veut qu'il vive jusqu'à ce qu'il découvre quelle arme divine est assez forte pour surpasser son épée. Arata est mis dans un navire-prison et emmené et bientôt Kotoa est jeté dans sa cellule parce qu'elle a été surprise en train de s'introduire dans le navire. Le garde dit qu'elle sera également exilée à Gatoya avec son homme, mais Kotoa ne s'en soucie pas tant qu'elle est à ses côtés. Elle est coincée dans son sac et son épée avec elle. Et Arata pense qu'il peut briser les murs de la prison en utilisant son épée divine. Il essaie de manifester son pouvoir, mais rien ne se passe. Il abandonne, mais alors soudainement son porte-bonheur commence à briller et lui et Kotoa sont emportés vers le ciel. Soudainement, l'esprit de la princesse Kiku apparaît devant eux et elle appelle Arata son nouveau gardien. Kiku dit à Arata que ses mots prononcés lors du jugement plus tôt l'ont rendue heureuse et elle a vu en lui l'espoir de créer un avenir stable pour le royaume. Kiku explique que jusqu'à présent, elle a utilisé son pouvoir pour soumettre les dieux à l'intérieur des armes divines afin que leur pouvoir puisse être utilisé pour le bien-être du royaume. Cependant, si elle meurt, les armes divines seront libres et bientôt, le guerrier portant leur pouvoir sera emporté par de grandes ambitions qui, ultimement, plongeront le monde entier dans le chaos. C'est pourquoi Kiku veut qu'Arata restaure son royaume en son nom et pour son compte. Pour ce faire, il doit apporter son épée divine à son corps comateux avant qu'elle ne perde le peu de vie qui lui reste. Arata est trop incertain à ce sujet et il dit qu'un garçon affaibli comme lui ne peut absolument rien faire. Cependant, Kiku dit qu'elle ne peut lui confier cette tâche qu'à lui seul. Arata est choqué et puis soudainement, il retourne à la prison avec un éclair lumineux. Il se demande alors s'il peut vraiment faire ce que la princesse lui demande de faire. Kotoa affirme que Kiku croit en lui et elle aussi. Elle lui dit que pour commencer, il devrait ranger son arme divine à l'intérieur de son corps parce que les élus peuvent le faire. Arata trouve cela plutôt pratique de ranger l'épée à l'intérieur de sa main et pendant ce temps, le navire arrive à Gatoya, l'île-prison qui semble tout droit sortie d'un film de dystopie steampunk. Les gardes jettent Arata et Kotoa là-dedans, avec de nombreux autres criminels. Arata protège Kotoa des regards assassins qu'ils reçoivent du reste des prisonniers qui maudissent le tueur de princesses. L'ambiance est sombre et menaçante, mais alors soudainement, deux garçons turbulents arrivent et disent à Arata qu'ils sont les chefs de cette prison. Il doit donc leur donner toutes ses affaires et ses vêtements. Ils commencent à rougir en voyant la jolie Kotoa, et utilisant cette chance, Arata essaie de leur échapper. Le garçon aux cheveux roux nommé Ken le remarque et l'attaque immédiatement. Il blesse la main d'Arata et le met à terre, lui demandant comment quelqu'un d'aussi faible que lui peut tuer la princesse. Avant qu'Arata ne puisse expliquer son innocence, la prison commence à trembler et les prisonniers paniquent, disant que c'est l'heure du jugement. Ils s'enfuient et Arata est confus car même Ken s'échappe sans terminer leur combat. Soudainement, d'énormes tubes creux commencent à bouger et ils attaquent deux personnes, les aspirant à l'intérieur. Juste après cela, toute la prison devient silencieuse. Arata se demande ce qui est en train de se passer quand une femme arrive et lui dit que c'était l'acte du gardien Suba qui dirige cette prison. Chaque jour, il choisit deux prisonniers et les mange, et tout le monde appelle cela l'heure du jugement. La femme vole ensuite une épingle des cheveux de Kotoa, disant que c'est le prix pour avoir donné l'information alors qu'elle repart. Peu de temps après cela, Arata essaie de s'échapper de la prison en utilisant son épée. Il essaie d'invoquer son pouvoir, mais c'est entièrement inutile. Pendant ce temps, Kotoa a trouvé un bain chaud pour Arata, et elle lui propose de lui frotter le dos. Il refuse son offre, mais alors Kotoa remarque sa blessure et la guérit en utilisant la magie. Arata est curieux, alors Kotoa lui dit qu'elle est issue d'un clan de serviteurs et les femmes de son clan ont la capacité de protéger leur maître. Elle utilise sa magie sur la tête d'Arata pour le faire se détendre.
Finalement, Arata réalise la dévotion de Kotoa envers son maître, ce qui l'a poussé à venir à la prison avec lui. Il la remercie quand soudainement la prison commence à trembler de nouveau et le sol sous les pieds de Kotoa s'effondre. Elle tombe à l'étage inférieur et Arata panique parce qu'il n'a pas pu bouger son corps même quand il l'a vue en danger. Il essaie toujours de la retrouver et demande aux autres prisonniers s'ils l'ont vue, mais ils n'ont absolument aucune réponse. Certaines personnes se mettent même à le poursuivre parce qu'elles veulent abattre le tueur de princesses. Arata se cache d'eux quand soudainement il retrouve une femme de tout à l'heure qui se présente comme Ozam. Elle dit à Arata qu'il y a des rumeurs selon lesquelles si quelqu'un tue celui qui a assassiné la princesse, il sera autorisé à rentrer chez lui, mais elle ne pense pas que ce soit vrai. Elle demande ensuite où est la jeune fille avec lui et Arata lui demande si elle sait quoi que ce soit. Osam affirme et Arata offre immédiatement son sac comme prix pour l'information. Osam lui dit que le roux nommé Ken l'a prise et lui donne cette information gratuitement parce qu'elle sait ce que ça fait de perdre quelqu'un de spécial. Elle demande à Arata de se dépêcher parce que Ken est connu pour être un fauteur de troubles en série. Cependant, Ken et son jeune frère Jure-Jin sont comme de petits chiots obéissants devant Kotoa. Elle les remercie de l'avoir sauvée quand elle est tombée, et puis Jin s'enfuit pour que son frère puisse tenter sa chance avec la jeune fille. Cependant, Ken ne sait pas non plus quoi faire avec une fille, alors il quitte la pièce peu de temps après. Dehors, il trouve Jin inconscient et Arata à ses côtés. Ken pense qu'Arata a assommé son frère et il l'attaque avec une rage folle. Arata essaye de dissiper le malentendu, mais Ken n'écoute absolument pas, le forçant à sortir son épée. Juste à ce moment-là, Jin se réveille et dit à son frère qu'Arata n'est pas l'ennemi. Soudainement, un criminel se précipite pour attaquer Ken, mais Arata l'assomme d'un coup de pied. Ken reconnaît l'homme comme un membre de la bande rivale, et puis Jin lui dit que la bande l'a attaqué et lui a pris sa bague, mais qu'Arata l'a sauvé. Ken demande à Arata de s'occuper de Jin pendant qu'il se précipite pour se venger et récupérer la bague de son frère. Arata emmène Jin dans la pièce où il raconte son histoire pendant que Kotoa le soigne. Il a été enlevé par des voleurs pour devenir l'un d'entre eux et c'est là qu'il a rencontré Ken. Ils sont vite devenus comme des frères. Mais quand la bande a eu des problèmes, ils ont piégé les deux garçons et les ont envoyés à Gatoya. Sa bague était le seul et unique souvenir de sa mère et Ken avait promis à Jin qu'il sortirait vite de la prison et rentrerait ensuite chez eux ensemble. Après tout cela, Arata et Kotoa ont enfin l'occasion de parler en privé. Il lui dit qu'il est prêt à aider la princesse maintenant et la première chose qu'ils doivent que faire est de trouver un moyen de sortir de la prison. Jin dit que c'est impossible parce que le gardien Suga est un élu avec une arme divine et ils ne peuvent pas le vaincre. À ce moment précis, Ken arrive, l'anneau de Jin en main. Il remercie Arata d'avoir sauvé son frère mais le provoque aussitôt à un nouveau duel. Il est convaincu que capturer Arata lui offrira la clé pour s'échapper de cette île prison, mais avant qu'il n'ait le temps de réagir, le grand jugement débute. Un tuyau creux descend alors et il enlève Ken tandis qu'un second tout aussi menaçant prend Arata pour cible. Arata est complètement figé par la terreur, mais Jin le repousse violemment afin qu'il puisse rejoindre son frère. Arata est profondément bouleversé par son échec, n'ayant pas réussi à agir à temps pour sauver d'autres personnes encore une fois. Néanmoins, en voyant les actions héroïques de Jin, il retrouve son courage et prend la décision de sauver les deux frères. Il emprunte alors les immenses tuyaux qui s'élèvent vers le haut, pensant qu'il pourrait Pendant ce temps, y Ken trouver et le Jin directeur se de la trouvent prison. au Tout dernier étage, Il est conscient que la solidement situation sera attaché périlleuse par de et puissants promet donc tuyaux de de protéger fer. Kotoa Ils se de tous les débattent dangers. avec acharnement pour tenter de se libérer, mais les tuyaux se resserrent alors encore davantage sur leur Ken corps. refuse Shuka déclare qu'il va les juger son pour toute propre leur faute frère et leur offre une mais unique Tsuba chance de lui s'affronter rétorque jusqu'à que la s'ils mort, ne se battent promettant pas, de ils libérer périront celui tous les qui en deux sortira sans vainqueur. exception. Il les fait alors tomber brutalement dans Arata l'arène, et puis Konoha leur fournit parviennent sur les également lieux leurs juste à armes. temps pour assister Jin à ne souhaite l'attaque de absolument Ken pas se contre battre, Jin. mais Ken lui Arata saisit bondit son à arme et l'intérieur se de met à l'arène, l'attaquer sans ordonnant à hésitation. Tsuba de mettre fin immédiatement à cette Il folie attaque pure. Arata, Le cruel en directeur utilisant lui des répond tuyaux, alors mais qu'il ne celui-ci permettra à esquive personne habilement, et absolument affirme personne que ces jeunes garçons d'interférer ne sont avec sa propre absolument justice. pas de mauvaises personnes. Shubej désigne alors Ken qui, lui, attaque frénétiquement. Ken bondit avec Jin. force vers Jin pour l'attaquer. Il lui lance ce même dernier, qu'il par n'est pur plus instinct, son petit balance frère son arme et le insignifiant, repousse violemment, et ses tandis que paroles Ken chute, résonnent il se dans remémore l'époque Arata, où il avait rencontré lui Jin dans le rappelant repère des la voleurs. douloureuse Jin venait tout trahison juste de d'être son arraché à meilleur sa ami. famille et pleurait abondamment, mais Ken lui avait alors promis de le ramener auprès de sa mère afin de l'apaiser. À présent, il ne peut plus qu'espérer que Jin parvienne à survivre et à s'échapper, et Arata comprend alors que Ken s'est bel et bien sacrifié pour son propre frère. Cependant, Tsuba, au lieu de le libérer, piège Jin affirmant qu'il est un criminel coupable de tentative de meurtre. Arata est absolument furieux de réaliser que Tsuba n'a fait que se jouer de leurs émotions, alors il dégaine son épée avec une rage folle et tranche les tuyaux pour libérer Jin. Soudainement, un gigantesque tuyau attaque Arata et celui-ci s'y agrippe fermement. Il chute alors depuis les hauteurs et continue d'être violemment malmené, mais il parvient tout de même à s'accrocher, on ne sait comment. Tous les autres prisonniers sont également témoins de Konoha ce combat hurle son acharné nom avec et force Tsuba et demande alors Arata à se Arata remémore comment alors il ose subitement l'affronter sa alors promesse qu'il de ne sait toujours même la pas manier sa protéger propre quoi qu'il arme. arrive.
Il implore son arme divine de révéler sa véritable et pleine puissance à l'intérieur de sa barrière dorée, et les tuyaux qui l'entourent commencent à se désintégrer instantanément dès qu'il s'en approche. Suga attaque Arata avec l'intégralité de sa puissance, mais un unique coup d'Arata ébloui à neutraliser son assaut et à révéler le véritable corps du directeur qui se cachait sous l'île depuis le tout début. Ce n'est en fait qu'un vieil homme dont le corps est transpercé de tuyaux et dont l'estomac est poignardé par une arme d'un noir profond. Arata pense que ce pauvre homme souffre terriblement, il fut jadis alors une personne d'une grande douceur et mais au moment même où gentillesse, cette épée noire, les criminels, il avait moins du compassion sincère, les exhortant à reconsidérer leurs actes et à transformer leur sauvagement lacéré de retrouver la liberté. Cependant, un homme en qui il de le poignarder avec sa propre arme divine, car il avait à la suite de cette terrible trahison, le regardait Suga a irrémédiablement basculé du côté obscur, torturé, métamorphosé. Tsuba a alors pris la décision de ne plus jamais alors mis à jaillir de son corps, tuant le traître et transformant radicalement la prison pour emprisonner absolument tout le monde dans Shuba lui demande de l'achever sans plus attendre, et même les prisonniers se mettent à encourager Arata à tuer ce vieil homme. Cependant, Arata, au lieu de céder ainsi, apaise son arme et tente alors d'extraire l'épée d'un noir profond du corps de convaincu. L'aura sombre émanant de l'épée commence à se propager vers Arata, emplissant son esprit d'une rage et d'une haine intense envers tous ceux qui l'ont trahi. Arata hurle de douleur et d'angoisse tandis que des larmes abondantes dévalent son visage, mais il jure solennellement de sauver Suga coûte que coûte. Il lui arrache l'épée et s'effondre alors sur ses genoux. Le vieil homme, le directeur, lui demande pourquoi il est allé si loin pour le secourir et Arata lui répond que c'est parce qu'ils ont tous deux été trahis et profondément blessés, mais que malgré tout, il souhaite toujours faire confiance et venir en aide aux autres. Suga est profondément touché par ces paroles et remercie Arata de l'avoir enfin libéré de l'emprise du côté obscur. L'épée retrouve alors subitement sa forme originelle et Suga révèle qu'elle abrite en son sein le dieu Senua. Il commence à se désintégrer lentement, puis pénètre dans son épée qui explose en une puissante énergie dorée. Stuga déclare à Arata qu'il lui confie son pouvoir et lui demande de manier son épée avec une justice inébranlable. L'énergie dorée pénètre alors dans l'épée d'Arata et il transforme son ancienne lame en la légendaire épée Senua. Il libère aussitôt toute sa puissance et une énergie dorée commence à métamorphoser Vitoya sous les regards émerveillés de tous. Les personnes qui avaient été emportées durant le jugement sont également ramenées à la vie et une immense joie envahit alors tout le monde. À cet instant précis, Kana arrive sur les lieux à la recherche d'Erada. Avertit Arata il avait imminent danger et vif éclair de lumière provenant du ciel sous une forme et il s'était mis à interroger les habitants pour savoir a été vaincu. C'était réellement Arata et d'une force redoutable, tout comme l'est sa propre épée divine. Il révèle alors que cette épée est en réalité l'épée des origines, celle qui est destinée à régner sur le monde entier. Pendant ce temps, Ken et Jin conduisent Arata jusqu'au bateau sur lequel ils avaient l'habitude de vivre et l'utilisent pour s'enfuir de l'île. De son côté, Arata mène une existence toujours aussi insouciante, même lorsqu'il se trouve dans la maison d'Arata. Sa famille est très inquiète à son sujet car le médecin lui a diagnostiqué une amnésie temporaire. Son père suggère qu'il devrait le garder à la maison, loin de l'école, pendant quelques jours, mais sa mère s'y oppose fermement. Elle affirme qu'ils doivent faire preuve de sagesse et de courage pour pouvoir véritablement comprendre et soutenir leur fils. À cet instant précis, Hirata descend également les escaliers, déclarant que son corps est tout raide parce qu'il n'a pas chassé depuis un bon moment. Tout le monde est pris de court, mais ses parents tentent de faire semblant de comprendre parfaitement ce dont il parle. La sœur d'Arata, quant à elle, en a plus qu'assez de toutes ces absurdités. De retour dans ce monde fantastique, Ken regagne son territoire d'origine, ruminant encore les paroles de Tsuba selon lesquelles Arata détiendrait l'épée des origines. Non loin de lui, Arata et son groupe ont tout juste réussi à accoster sur une île, leur embarcation s'étant complètement disloquée en plein milieu du trajet. Ils consultent des cartes et Ken leur annonce qu'ils se trouvent très loin de la capitale et que pour l'atteindre, ils devront impérativement traverser le territoire de Kana. Arata, intrigué, pose des questions et Konoha lui explique alors que les 12 gardiens sont les souverains des 12 domaines du royaume et qu'en l'absence de la princesse pour les diriger, ils regagnent leur propre territoire. Soudainement, ils aperçoivent de la fumée au loin et la suivent, découvrant ainsi des gens ordinaires qui campent dans la forêt. Jin les reconnaît immédiatement, ce sont les habitants de son village et il se précipite vers eux. Eux aussi le reconnaissent et Jin annonce à tout le monde qu'il est désormais sûr de sortir de sa cachette. À cet instant précis, sa mère émerge de sa tente et elle est profondément émue de revoir son fils bien-aimé. Ils se serrent l'un contre l'autre dans une longue étreinte. Puis il répond que ce n'est vraiment pas grand-chose, mais il ressent déjà une profonde tristesse également sur les lieux. Peut-être perdre Jin à présent. Pendant ce temps, Arata discute avec il l'a courageusement sauvé très prochainement, car les 12 gardiens sont revenus pour régner sur leur propre territoire et tous sont animés par une ambition dévorante de gagner toujours plus de pouvoir. C'est la raison pour laquelle les villageois fuient vers des lieux très éloignés de toute forme de conflit. Arata se demande alors ce qu'il va bien pouvoir advenir à présent, et Ken lui explique que l'un des 12 gardiens finira par s'élever au sommet et deviendra le nouveau roi. Il ajoute que par le passé également, les 12 gardiens se livrèrent de constamment batailles, mais la princesse les avait alors réprimés, apportant la paix à l'intégralité du royaume.
Peu de temps après, Jin et les villageois s'en vont et Arata et ses amis les suivent pour leur faire leurs adieux. Ils parviennent à une magnifique cascade, laquelle disparaît presque entièrement chaque mois, révélant ainsi l'entrée d'un passage secret. Les villageois s'éloignent, souhaitant à Arata et Kotoa le meilleur pour l'avenir. Jin fait également ses adieux à Arata et Kotoa, puis il demande à Ken de l'accompagner. Cependant, Ken ne le suit pas et tandis que le débit de la cascade s'intensifie, la mère de Jin emmène son fils loin de là. Jin se demande avec confusion ce qui est en train de se produire, mais Ken lui adresse alors un sourire, lui disant de vivre une vie heureuse auprès de sa mère jusqu'à ce qu'il se retrouve. Arata demande à Ken la raison de son geste. La cascade retrouve sa propre bande qui a enlevé Jin et qui n'a donc absolument aucun droit de rester auprès de sa famille. Tandis que le passage à Arata et à Kino de poursuivre également leur propre chemin, car il désire à présent être laissé seul. Néanmoins, Arata se contente de lui saisir la main et lui déclare qu'il les accompagnera quoi qu'il arrive. Arata se fatigue assez rapidement durant le voyage et alors que le groupe décide de faire une petite pause, ils aperçoivent un monstre gigantesque qui terrifie complètement Arata. Il rugit alors bruyamment puis se met à les poursuivre sans relâche. Il court, trébuche et le monstre furieux passe juste au-dessus d'eux sans même se rendre compte de leur présence. Une fois qu'Arata et ses amis sont enfin en sécurité, ils aperçoivent un mouvement dans les buissons et découvrent une jeune fille tenant l'œuf du monstre qu'ils viennent tout juste de voir. Le monstre les repère à nouveau et tout le monde prend la fuite. Ken est le dernier à réagir et le monstre se met donc à le poursuivre tandis que tous les autres parviennent à se mettre en sécurité. Arata et Kotoa demandent à la jeune fille, nommée Ino, pourquoi elle a dérobé l'œuf du monstre car cela pourrait s'avérer très dangereux. Elle répond que sa maîtresse attend un bébé très prochainement et qu'elle voulait lui offrir cet œuf gigantesque pour sa nutrition. Soudainement, le bébé monstre à l'intérieur de l'œuf éclot et Ino est alors très déçu de ne plus pouvoir absolument rien faire. À cet instant précis, le maître de Hino, Oika, arrive sur les lieux chevauchant une étrange et mystérieuse monture et Ken se trouve juste derrière lui. Ken déclare que cet homme l'a sauvé et au moment même où Arata remercie Oika, il est pris d'une forte fièvre et s'effondre. Lorsqu'Arata se réveille, il se retrouve dans la demeure de Luka avec Ken à ses côtés. L'épouse de Luka arrive alors apportant des vêtements de rechange et elle est visiblement soulagée de constater qu'Arata est enfin réveillé. Par la suite, Arata examine ses affaires et découvre son smartphone parmi ses effets personnels. Il le consulte immédiatement tout en s'efforçant de dissimuler l'appareil à Ken. C'est comme s'il était un petit cousin agaçant, toujours curieux de savoir s'il y a des jeux dessus. Arata allume son téléphone et par chance, il fonctionne encore parfaitement. Le dernier message affiché provient de Suguru, son nouvel ami qui l'a finalement trahi. Arata fut un peu morose l'espace d'un instant, mais Ken se rappela alors de quelque chose de vraiment important. Il révèle à Arata que la personne nommée Oika est en réalité le serviteur personnel de Kana. S'ils venaient à découvrir leur véritable identité, ils pourraient se retrouver dans de sérieux ennuis de Ken et Arata panique choc complètement en entendant cela. À cet instant précis, il ajoute ensuite qu'il n'apprécie pas non plus la guerre et grâce à Kana qui est un souverain d'une grande bienveillance, sa région est particulièrement prospère. Au même moment, Kana est de retour dans sa demeure et il se recueille sur la tombe d'une personne qui lui était extrêmement chère. Il lui promet solennellement qu'il deviendra le roi et qu'il prendra le trône en son nom. À cet instant précis, un soldat arrive en courant, lui apportant la terrible nouvelle que l'un de ses plus fidèles serviteurs a été attaqué. Kana se précipite sur les lieux pour y découvrir tous les membres de la maisonnée massacrés et il apprend alors de son serviteur qu'Eika les a attaqués. Kana est ébranlé jusqu'au plus profond de son âme en entendant cette nouvelle car Eika était l'un de ses amis les plus intimes. Il apprend alors que d'autres serviteurs sont également la cible d'attaque et il décide de les rejoindre au plus vite, mais malheureusement tous ont été tués, à l'exception d'Oika. Kana prend la décision de se hâter vers le village de Luka afin de pouvoir au moins le sauver. De retour au village, une atmosphère de paix règne. Oika a bien entendu parler de la guerre qui se profile à l'horizon, mais il n'a absolument aucune intention d'y prendre part, car il abhorre toute effusion de sang. Arata fait remarquer qu'il est absurde de s'entretuer pour gravir les échelons, mais Oika lui explique qu'il n'est pas indispensable de tuer autrui pour devenir roi. Il explique alors que si l'on parvient à faire en sorte que d'autres guerriers élus se soumettent à soi, on peut alors unir toutes les armes divines et ainsi devenir roi sans verser la moindre goutte de sang. Arata est désormais sur le qui-vive, craignant que son secret le plus profond n'ait été découvert. Oika déclare que la personne qui a assassiné la princesse était également un élu qui s'était évadé de la prison. Il affirme que si la rumeur selon laquelle il a réussi à faire capituler Tsuba est avérée, alors cet homme a été injustement piégé. Il explique que l'arme divine de Tsuba, nommée Samiwa, est capable de percevoir la véritable nature de quiconque et qu'elle ne se soumettrait donc jamais à un criminel. Oika se retourne alors, laissant clairement entendre qu'il sait qu'Arata est âme ou la personne dont il est question, mais avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse se produire, un serviteur vient annoncer à Oika qu'un invité l'attend. Plus tard, la jeune servante Ino s'arrange pour qu'Arata et le groupe partent immédiatement, car l'invité qui se trouve actuellement dans sa maison n'est autre qu'Aka. Malgré le danger évident, Arata et les autres se faufilent discrètement jusqu'à la salle de réunion, où ils entendent Aka révéler à Oika que c'est Kana qui a assassiné la princesse. Il rejette alors l'intégralité de la faute sur Kana, affirmant que ce dernier était le véritable cerveau derrière cet assassinat et qu'il se sert d'Arata uniquement pour détourner l'attention de tous. Il en vient ensuite finalement au fait et intime à Oika de devenir son serviteur plutôt que celui d'un meurtrier.
Wakka répond qu'il ne croit absolument pas au dire d'Aka, et même si ce dernier disait la vérité, il reste loyal envers Kana et le suivra, quelles que soient tes fautes ou ses péchés. En guise de réponse, Akka dégaine sa lance divine et la plante violemment dans le sol, faisant surgir d'impressionnantes pointes de terre. Ces pointes ne blessent pas Oika, mais elles prennent en otage sa femme qui est enceinte. Oika demande alors à Akka pourquoi il agit ainsi, car il n'a absolument pas besoin de son aide pour devenir le roi. Eka lui répond qu'il fait cela parce qu'il désire s'emparer de toutes les armes divines et qu'il a déjà pris celles des 6 autres serviteurs de Kana. Eka demande ensuite à Oika s'il est prêt à laisser sa femme mourir ou s'il préfère se rendre pacifiquement. Arata est horrifié d'entendre jusqu'où Eka est capable d'aller pour atteindre son objectif. Il est sur le point de dégainer son arme, mais Oika le perçoit et déclare qu'il va se rendre. Néanmoins, il exige qu'Eka promette de ne faire aucun mal à sa femme ni à ses invités. Eka le promet et Oika dégaine alors son arme et se soumet à Eka et à sa puissante arme divine supérieure. Son corps se transforme en pure énergie et pénètre dans l'épée, laquelle rejoint ensuite l'arme divine d'Aka. L'épouse d'Oika éclate en sanglots en réalisant qu'elle a perdu son mari et tous les autres sont également sous le choc. À cet instant précis, 2 serviteurs arrivent. L'épouse d'Oika le supplie alors de l'épargner, au moins elle, Aika les abat froidement également sans la moindre pitié. Arata est absolument furieux et il compare Eika à un véritable démon. Il est sur le point d'attaquer Arata également lorsque le rideau est violemment déchiré, complètement dévasté en découvrant cette scène de carnage et demande à Aka comment il a pu commettre une telle atrocité. Aka lui répond que la guerre pour accéder au trône royal a bel et bien commencé et qu'il ne reculera devant absolument rien pour s'emparer du pouvoir. Le Kana, fou de rage, lance son attaque de feu sur Aka, qui la bloque sans difficulté grâce à son mur de pierre. L'instant d'après, Kana lui saute dessus depuis les hauteurs et attaque une fois de plus, mais Aika parvient également à parer ce coup. Il envoie alors des pointes de roche acérées vers Kana qui ne peut que les esquiver avec difficulté. Une de ces pointes le manque de justesse mais parvient tout de même à endommager son navire. Eka l'attaque avec encore plus de pointes et Kana se retrouve alors complètement encerclé. Eka l'attaque avec une véritable pluie de projectiles rocheux et tandis que Kana tente de se défendre en érigeant un mur de feu, Eka l'attaque sournoisement par derrière. Ils chutent alors lourdement vers le sol en contrebas et le violent choc de leurs armes libère une puissante onde de choc qui ébranle l'intégralité du lieu. Arata et ses amis sont violemment projetés au loin, mais il désactive sa capacité de barrière juste à temps pour leur permettre d'atterrir en toute sécurité. De l'autre côté, Kana est entièrement consumé par sa rage et enveloppé de flammes, tandis qu'il exige de savoir pourquoi Aka a commis de tels actes. Aka lui remémore alors leur amie commune, Emi, qui aimait profondément Kana, mais qui est malheureusement décédée à cause de lui. Kana est complètement anéanti par ses paroles, et il perd aussitôt son arme, laquelle se dirige directement vers Aka. Aka plante son arme dans le sol et fait surgir des répliques de pierre des armes divines des serviteurs de Kana. Il déclare alors qu'il s'est emparé de toutes ses armes et qu'à présent, il va également prendre l'épée de Kana. Une épée s'enfonce profondément dans le sol, alors Kana riposte en lançant des mains vers Aka, qui est pourtant son ami d'enfance. Ils avaient l'habitude de s'entraîner ensemble, mais Aka était invariablement le plus fort et il parvient à stopper l'attaque de Kanan avec une facilité déconcertante, comme à son habitude. Il le tire alors plus près de lui et l'accuse d'avoir été le premier à trahir tous les autres. Il le repousse violemment, puis se met à le frapper avec des fouets de terre, déclarant qu'il ne le tuera pas, afin qu'il puisse vivre éternellement dans la honte et la douleur de son échec cuisant. Malgré tous les actes maléfiques que Kana a pu commettre, Arata ressent une profonde pitié pour lui en le voyant dans cet état. Il s'avance et intime à Eika d'arrêter immédiatement car il est absolument honteux pour un guerrier de frapper un homme désarmé. Akase Karata est également un élu, et il lui demande alors s'il convoite lui aussi le trône. Arata lui répond qu'il n'y a absolument aucun sens à devenir roi si, pour atteindre le trône, il doit tuer des personnes innocentes. Aka se moque alors de lui, affirmant qu'il n'y a aucune place pour de tels idéaux inutiles et naïfs dans ce monde impitoyable. Il déclare que pour chaque élu possédant une arme divine, il n'existe que 2 options possibles. Soit ils peuvent choisir de se soumettre à une personne plus puissante, soit ils peuvent devenir eux-mêmes plus forts et forcer les autres à se soumettre à leur volonté. Sur ces mots, Aka dit à Kana de souffrir dans son agonie et s'en va, disparaissant dans une tempête de poussière. Plus tard, tout le monde est profondément abattu et Ino se rend auprès de Kana le suppliant de lui ramener son maître bien-aimé. Elle lui confie qu'Oika le respectait plus que quiconque au monde et qu'il croyait sincèrement qu'il était capable de tout accomplir. Kana maîtrise sa peine et son chagrin en lui répondant qu'il n'est malheureusement plus possible de ramener Oika car son âme fait désormais partie intégrante de l'arme d'Aka. Inoma se met alors à pleurer amèrement et maudit Kana et Aka pour avoir irrémédiablement détruit son bonheur. Kana ne peut que lui présenter ses plus sincères excuses avant de s'en aller, mais Arata l'intercepte lui demandant avec force pourquoi diable il a l'air si profondément déprimé. Il lui demande s'il est malheureux parce qu'il a perdu son arme, ou bien parce qu'il a perdu des personnes qui lui faisaient entièrement confiance de tout leur cœur. Arata lui saisit le col, lui demandant s'il n'a jamais imaginé que le karma finirait par le rattraper après avoir trahi la princesse. Il dit à Kana qu'il ne mérite absolument pas d'afficher une telle tristesse à présent, et Kana repousse sa main d'une gifle sèche, affirmant à Arata qu'il ne sait absolument rien. Il affirme qu'ils étaient injustement asservis sous le joug de Kiku et qu'il ne pouvait absolument pas rater cette occasion en or de la tuer et de libérer ainsi les armes de tous. Il s'éloigne sur ces mots et Ino maudit alors Arata également, déclarant qu'elle déteste tous les guerriers élus. Arata n'a absolument aucune idée de ce qu'il pourrait bien lui dire, ni de ce qu'il doit faire à présent. Il s'éloigne et reste seul avec ses pensées jusqu'à la tombée de la nuit. Il réfléchit à la requête de Kiku et se demande si elle souhaitait qu'il prenne part à la lutte pour devenir le roi.
À cet instant précis, Kotoa et Ken arrivent sur les lieux. Ils encouragent Arata et lui disent donc qu'il devrait lui aussi se battre. Cependant, Arata est en colère et profondément frustré par sa propre faiblesse, car il n'a absolument rien pu faire pour sauver Oika et son épouse. Il déclare qu'il veut devenir fort et forcer Eka à se soumettre à lui, mais il affirme ensuite qu'il deviendra alors exactement comme Eka. Ken dit à Arata d'arrêter de se comporter comme une petite pleurnicheuse lâche. Il sait qu'Arata n'a jamais vraiment combattu qui que ce soit auparavant et lui dit que s'il veut juste pleurer, il peut rester tranquillement à la maison, car s'il désire devenir plus fort, il devra inévitablement blesser les autres. Ken lui demande d'abandonner s'il ne peut pas faire ça, mais Arata refuse, disant que Kiku lui a confié cette tâche importante. Cependant, il veut sauver le monde sans soumettre les autres. Konjoa lui rappelle que Shuba ne s'est pas soumis parce qu'il a perdu, mais parce qu'il lui a confié son pouvoir et ses objectifs. Arata comprend soudain, mais Konoha a encore des choses à dire. Elle raconte qu'autrefois, grand-mère lui racontait des histoires sur une arme divine légendaire, sans capacités offensives, uniquement défensives. Pourtant, c'était aussi la plus puissante des épées divines. Elle s'appelait Tsukuyo, l'épée divine des origines, et Kotoa pense que c'est celle qu'Arata possède. Elle croit qu'avec cette épée, il peut régner sur le monde sans combattre. Quand Arata prononce le nom de Tsukuyo, une lumière dorée aveuglante jaillit de l'épée, illuminant toute la zone. D'un autre côté, l'autre Arata regarde les photos d'Arata avec son ami traître, Masato. Dehors, son nouvel ami Subaru erre nerveusement. L'autre Arata le remarque et décide d'aller le voir. Après lui avoir fait peur, l'autre Arata demande à Subaru qui il est, et l'intello s'attriste pensant qu'Arata est en colère parce qu'il l'a entendu dire au brute qu'ils n'avaient jamais été amis. Il rend juste le jeu qu'Erada lui avait prêté et s'enfuit. Le lendemain, Erada 2 retourne à l'école après une longue pause, et la première chose qu'il fait est de saluer Masato. Masato est choqué de le voir ainsi, et Erada 2 lui demande de lui en dire plus sur Erada car ils doivent être amis vu toutes leurs photos. Masato est confus, mais soudain, la mère d'Erada l'entraîne pour rencontrer le directeur. Cependant, ce sale type de Masato est en colère, pensant qu'Erada se moque de lui. Plus tard, deux brutes appellent Arata 2 sur le toit, où Masato l'attendait. Il demande à Arata 2 s'il fait semblant d'avoir l'amnésie, mais celui-ci l'ignore et se précipite pour admirer la vue du toit. Masato est furieux et lui demande qui il pense être. Erada 2 lui retourne la question, lui demandant pourquoi il fait son malin. Masato est frustré, et alors que d'autres brutes tentent d'encercler Erada 2, il décide de partir, disant qu'il n'est pas intéressé par les faibles qui ont besoin d'une bande pour être intimidants. Enragé, Masato l'attaque, mais Arata 2 lui attrape la main, puis l'assomme d'un seul coup de pied. Il remarque qu'il est bien arrogant pour être si faible, puis dit qu'il ne sait pas quel est son problème avec l'Arata original, mais il ne le laissera plus l'humilier. Dans le monde fantastique, Erada et les autres traversent une rivière quand Kotoa se tord la cheville. Ken propose de la porter sur son dos, mais elle refuse et essaie de marcher en s'appuyant sur Erada. Il se repose dans une cabane abandonnée et Ken part chercher des herbes médicinales. Quand Erada et Kotoa sont seuls, elle s'accroche à lui, disant qu'elle est une fille normale qui a besoin de montrer ses sentiments, parfois. Erada est troublé, mais il réalise que les sentiments de Kotoa ne sont pas pour lui, mais pour l'autre Erada, donc il ne sert à rien de se rapprocher d'elle. Il sort et utilise ensuite son porte-bonheur pour communiquer avec l'autre Erada. Ils se mettent mutuellement au courant de la situation de leur côté, puis Erada demande à l'autre Erada ce qu'il ressent pour Kotoa. Il répond qu'ils ont grandi ensemble et qu'il la considère comme sa petite sœur, qu'il doit protéger à tout prix. Arata pense que Kotoa aura le cœur brisé si elle entend ça, mais il promet à l'autre Arata de la protéger à sa place. Après cela, l'autre Arata lui dit qu'il est allé à l'école aujourd'hui et a remis à sa place un type agaçant nommé Masato. Le cerveau d'Arata est secoué en entendant le nom de Masato, et quand l'autre Arata lui demande si quelque chose ne va pas, le portail se ferme. Arata est toujours perdu dans ses pensées quand Kana se glisse derrière lui et l'étrangle. Il dit à Arata de lui remettre son épée divine des origines, mais il refuse. Kana le frappe et le jette au sol, puis soudain, le feu éclate tout autour d'eux. Arata est confus de voir Kana utiliser le feu sans son épée et il répond que le feu ici est dû à un phénomène naturel. Mais même sans son arme, il est un élu et il peut facilement le manipuler. Kana attaque Arata avec les flammes et celui-ci invoque son épée et active son pouvoir pour bloquer l'attaque. Le bouclier se dissipe, puis Kana demande à Arata de lui remettre l'épée et il l'épargnera. Il marche vers Arata qui ne peut s'arrêter de trembler et Kana demande pourquoi l'épée légendaire des origines a choisi un lâche pathétique comme lui. Il lui prend l'épée et est sur le point d'attaquer Arata quand Kotoa arrive en courant et lui demande d'arrêter. Soudain, Kotoa est englouti par les flammes et Kana voit d'horribles flashbacks de son passé. Arata court vers elle mais Konoha lui demande de ne pas s'approcher. Elle lui dit de la laisser car il a de plus grandes choses à faire, mais Arata plonge dans le feu disant qu'il a juré de la protéger.
Voyant cela, la blessure à l'épaule de Kana commence à lui faire mal et il lâche l'épée en se précipitant pour sauver Arata et Konoha. Il perd connaissance et revoit son passé. Il était le fils du seigneur du territoire et Aka et la fille nommée Emei étaient ses serviteurs. Ils ont grandi ensemble, Aka étant le partenaire d'entraînement de Kana et Emei la fille dont il était amoureux. Puis un jour, le seigneur mourut et les serviteurs se rebellèrent pour tuer Kana. Il s'enfuit avec ses deux amis, mais Aka resta derrière pour arrêter les assaillants. Pendant qu'ils combattaient les assaillants, Kana emmena Emei sur un bateau et ils dérivèrent vers une île lointaine où ils furent retrouvés par un groupe de personnes dont le jeune Moika. Alors que Kana se réveille de son rêve, il prend Kotoa pour Emei. Il décide de raconter la suite de son histoire à tout le monde et dit que les gens qui les ont trouvés étaient vraiment gentils et il a décidé d'oublier son passé et de vivre heureux avec Emei ici. Cependant, il tomba malade un jour et Emei partit chercher des herbes médicinales malgré l'avertissement d'Ohiko que les flammes naturelles de cette zone étaient très présentes pendant la saison. Quand Kana se réveilla et vit la montagne en feu, il suivit son intuition et courut sur la montagne pour sauver Emei. Cependant, elle était déjà encerclée par les flammes. Il tenta de la sauver, mais le feu l'attaqua, lui infligeant une vilaine blessure à l'épaule et le projetant de la falaise. Il réussit à s'en sortir seulement pour voir Emei brûler vive. Kana décida de se suicider car il sentait qu'il n'avait plus rien dans la vie après l'avoir perdue. Cependant, en entendant ses cris, le dieu du feu Omura apparut devant lui sous la forme d'une épée et le choisit comme son porteur. Kana dit à Arata et aux autres que pour lui, son épée est Emei et il la veut à tout prix. Pensant à son passé et à la trahison de son meilleur ami, Arata a pitié de Kana et lui dit de rejoindre son groupe. Il promet qu'ils récupéreront son épée et qu'ensuite ils pourront changer le royaume ensemble. Kana accepte son offre et la nouvelle parvient aux autres membres des 12 gardiens. Ils se préparent à agir bientôt car les 6 gardiens qui travaillent toujours ensemble ont aussi commencé à agir alors que la guerre pour décider du destin du royaume s'intensifie. Les 6 gardiens veillent sur le corps de la princesse qui s'accroche encore à la vie d'une manière ou d'une autre. Ils sont sûrs qu'elle ne peut pas rassembler assez de force pour revenir à la vie, mais ils ont entendu parler d'Erada obtenant Tsukuyo, l'épée des origines. Les 6 gardiens craignent que si Kiku entre en contact avec Tsukuyo, elle ne soit ressuscitée, mais l'un d'eux affirme avoir pris des précautions pour que cela n'arrive pas. Ils se rendent dans la forêt des bougies où les 2 Arata échangent leur corps. Les 6 gardiens savent que l'Arata qu'ils affrontent vient d'un autre monde. Alors ils envoient l'un des leurs dans la forêt pour éveiller un pouvoir qui les aidera à le vaincre. Pendant ce temps, dans le monde réel, Masato pique une crise après s'être fait botter le cul par l'autre Erada. Après cela, il se dispute avec son père qui l'insulte d'être à moitié investi dans tout parce qu'il a quitté les équipes sportives après avoir perdu. Quand Masato lui répond et traite son père de conseiller corrompu et de tricheur, son père lui donne une gifle retentissante et dit que sa mère est partie parce qu'il était un échec. Au même moment, l'autre Arata rentre aussi chez lui et dit à sa mère que rien de spécial ne s'est passé à l'école. Il part dans sa chambre, mais sa sœur l'arrête et lui dit de parler davantage à leur mère car elle s'est beaucoup inquiétée pour lui. L'autre Erada ne peut s'y résoudre car il n'a jamais eu de mère dans sa vie. Plus tard, alors qu'il se demande quel est le problème entre Arata et Masato, il voit le nouvel ami d'Arata, Subaru, rôder autour de la maison. Dès qu'il réalise qu'il a été vu, Subaru s'enfuit, mais l'autre Arata parvient à l'intercepter. Il demande à Subaru s'ils sont amis et Lintello pense qu'il l'a entendu dire au brut qu'Arata n'est pas son ami. Il dit qu'il n'avait pas le choix de dire ces choses, sinon il serait aussi harcelé. Il commence à pleurer en s'excusant auprès de l'autre Arata qui dit que ça n'a pas d'importance car il est toujours son ami. Cela lui rappelle Masato et il demande à Subaru de l'emmener chez lui. Ils arrivent à une station de métro où Masato, déjà furieux, trouve ses amis se moquant de lui dans son dos. Quand il les approche, il lui demande s'il veut se battre, mais avant que quoi que ce soit ne puisse arriver, l'autre Arata arrive. Il dit qu'il rejoindra Masato si un combat commence pour équilibrer les choses, et les garçons se dispersent immédiatement. L'autre Arata demande ensuite à Masato s'il va bien, mais cela l'énerve car il ne voulait pas de son aide. Il accuse Erada de toujours regarder les autres de haut, comme la fois où il a délibérément perdu contre lui dans une course, mais l'autre Erada ne sait même pas de quoi il parle. Il est sur le point de révéler qu'il n'est pas le vrai Erada quand sa mère arrive, le cherchant. Elle gifle l'autre Erada pour s'être enfuie de la maison sans les informer, puis fond en larmes car elle s'inquiétait pour lui. Voir cela secoue le cœur de Masato alors qu'il se souvient de sa mère quittant leur famille après avoir surpris son mari en train de la tromper. Il commence à s'éloigner en titubant, furieux contre tout et tout le monde. Il blâme Erada pour tout car sa chute a commencé quand Erada s'est délibérément ralenti pour le laisser gagner. Il le maudit et jure de le tuer. Au même moment, dans le monde fantastique, le gardien tatoué demande à la forêt d'ouvrir la porte vers l'autre monde et de le mener à la personne qui déteste le plus Erada. Soudain, lui et Masato se retrouvent flottant dans les airs et le gardien transmet toutes les informations qu'il a sur Erada à Masato par magie.
Sur ce, ils échangent leur place, et alors que Masato sort de la forêt, il réalise que l'Arata avec qui il avait affaire était un faux. Il demande aux 5 gardiens masqués restants l'emplacement d'Arata afin de pouvoir le tuer. Arata et son groupe traversent une forêt quand il commence soudainement à pleuvoir, et Kana, qui voyage avec eux maintenant, dit qu'ils sont sur le territoire de Yoru. Il explique que Yoru est l'un des 12 gardiens avec le pouvoir de contrôler l'eau et de provoquer les pluies. Alors qu'ils essaient de trouver un abri, Arata interroge Kana sur les pouvoirs et les personnalités des gardiens restants. Kana refuse de lui dire quoi que ce soit car au final, ils sont toujours des ennemis. Cependant, il révèle que les 12 gardiens travaillent à peine ensemble. Les 6 gardiens masqués étaient encore plus étranges que les autres car personne n'avait vu leur visage ou leur pouvoir. Au même moment, les 5 gardiens emmènent Masato à leur quartier général et lui expliquent comment Arata est devenu un guerrier choisi et qu'il vise maintenant à devenir le roi de ce pays. Ils lui disent donc que seul lui peut arrêter Arata à cause de la haine dans son cœur et pour cela, il doit aussi devenir un guerrier choisi. Masato ne comprend pas tout mais il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour vaincre Arata. Les 5 gardiens le conduisent dans les profondeurs de leur sous-sol où ils ouvrent la porte d'une pièce contenant la seule arme capable de vaincre Arata et son épée, Tsukuyo. Ils lui disent que l'arme sacrée interdite nommée Orochi, entourée des restes momifiés de ceux qui tentent de l'obtenir, dort depuis toujours, mais si quelqu'un est suffisamment le porteur de Tsukuyo, elle s'éveillera et le choisira. Alors que Masato tient l'épée nommée Orochi, elle s'éveille et tous les guerriers choisis ressentent une étrange sensation. Arata sentant son épée sacrée lui brûler la main, l'énergie sombre d'Orochi entoure le corps de Masato et il lutte pour la maîtriser. Soudain, il se retrouve dans le domaine des dieux terrifiants scellés dans l'épée qui lui demandent de leur montrer sa haine. Masato dit à Orochi de lui donner des pouvoirs pour qu'il puisse détruire Arata et le dieu maléfique accepte. Il accorde à Masato ses pouvoirs et le choisit comme le guerrier qui répandra la haine et la violence dans le monde. Le lendemain, Masato marche vers Arata qui ressent une vive douleur pour son épée. Il tire son épée et constate qu'elle réagit étrangement quand soudain Masato apparaît devant lui. Arata, stupéfait de le voir, demande à son ami devenu ennemi ce qu'il fait ici. Masato sort simplement l'épée sombre Orochi de son corps, puis active son pouvoir pour envoyer une entaille sombre vers Arata. Arata, mortifié, réagit à temps et active la capacité de barrière de son épée pour protéger son groupe, mais il est trop secoué après cela. Ken demande à Arata qui est l'homme devant eux et il demande à Masato ce qu'il fait dans ce monde. Masato lui retourne la question, lui demandant s'il est venu dans ce monde parce qu'il avait peur de lui. Voyant la réaction d'Erada, Masato pense qu'il a visé juste. Il traite Erada de lâche sans colonne vertébrale qui s'est toujours fait intimider sans riposter et c'est une honte qu'il manie l'arme la plus puissante de ce monde. Masato continue d'insulter Erada qui devient sombre et nerveux en lui disant de se taire. Soudain, l'étincelle de son épée disparaît et elle commence à libérer une énergie sombre. Tout le monde est choqué que même l'épée des origines ait commencé à passer du côté obscur, puis Erada tire une puissante explosion sombre sur Masato. Malgré l'utilisation de son épée pour se protéger, Masato subit des dégâts, mais Arata n'a pas fini. Il dit à Masato qu'il paiera pour tout ce qu'il lui a fait subir, et l'énergie sombre commence à déborder de son corps, le transformant en démon. Kana dit qu'il doit être arrêté avant qu'il ne devienne un vrai démon, et Konoha court vers Arata et le serre dans ses bras sans se soucier de sa sécurité. Elle demande à Arata de ne pas devenir un démon car elle croit qu'il est l'homme le plus gentil du monde. En entendant ces mots, l'énergie sombre se dissipe enfin et Arata reprend ses esprits. Konoha perd connaissance sur ce et Ken accourt à ses côtés. Masato était sur le point d'attaquer Arata une fois de plus, puis les 5 gardiens arrivent et lui disent de battre en retraite pour l'instant. Il n'avait pas pu prédire que même Tsukuyo pouvait se démoniser, et il décide donc que Masato doit éveiller la pleine puissance d'Orochi avant de combattre Arata. Masato jette un coup d'œil à l'Orochi déprimé avant de s'en aller, et Kana réalise que les 6 gardiens sont désormais leurs ennemis. Arata est trop brisé et honteux pour remarquer quoi que ce soit de tout cela, et il laisse tomber son épée. Kana saisit cette chance et s'empare immédiatement de l'épée. Il s'enfuit avec, et Ken le poursuit pour récupérer l'épée. Ce n'est qu'après cela qu'Arata remarque Kotoa inconsciente au sol. Il l'appelle frénétiquement et elle se réveille, soulagée qu'Arata soit toujours normale. Il s'abrite dans une cabane abandonnée où Arata se sent coupable d'avoir blessé Kotoa. Elle lui demande seulement à propos de Masato et ce qu'il voulait dire quand il parlait de l'autre monde. Elle essaie de lui prendre la main, mais Erada tressaille et la retire, et Kotoa réalise enfin qu'il n'est pas le garçon avec qui elle a grandi. Erada confirme qu'il a échangé sa place avec l'autre Erada après qu'il soit allé dans la forêt de Kanda. Il dit à Kotoa que lorsqu'il a essayé de lui dire la vérité, elle ne l'a pas cru et il n'y avait pas assez de temps pour prouver les choses. Il s'excuse toujours, mais Kotoa est bouleversé que l'autre Erada ne soit pas avec elle. Erada l'assure qu'il vit en sécurité dans le monde moderne.
Kotoa lui demande alors qui était l'homme qui l'a fait devenir un démon plus tôt, et Erada répond que Masato est quelqu'un qui le hait. Il lui raconte comment Masato et ses amis l'ont harcelé tous les jours au collège, et étant un lâche, il ne pouvait pas riposter. Arata affirme qu'il n'a jamais voulu de pouvoir qui pourrait être utilisé pour blesser les autres, mais maintenant il l'a. Sur ce, il sort pour se vider l'esprit, et au même moment, Ken trouve Kana. Il essaie de l'attaquer et de reprendre l'épée d'Arata, mais Kana lui dit qu'il va la rendre de lui-même. Ils reviennent trouver Arata abattu, et Kana lui demande s'il ne va pas reprendre son épée. Quand Arata ne montre aucune réaction, Kana le plaque contre un arbre et plante l'épée à côté de lui. Arata lui demande s'il ne veut pas son épée maintenant, et Kana répond que son épée divine est trop lourde de grandes responsabilités et que seul lui peut la manier. Le lendemain, Arata reprend son entraînement avec Ken et il est plus concentré maintenant. Soudain, Kana décide de servir de partenaire d'entraînement. Il vérifie l'arme de Ken pour baisser la garde d'Arata, puis l'attaque soudainement par surprise. Arata ne peut que bloquer ses attaques, et alors que Kana le pousse à bout, il lui dit que l'homme qu'il a combattu hier était avec les 6 gardiens et qu'il continuera sûrement à le poursuivre. Il dit à Arata qu'il est trop faible pour l'affronter en ce moment et à ce rythme, il ne pourra pas se protéger. Kana désarme Arata puis jette son épée dans la vallée en contrebas, lui disant qu'il n'est pas encore prêt à l'utiliser. Il lui dit de trouver l'épée divine avant le coucher du soleil pour prouver qu'il est prêt à faire ce qu'il faut, sinon le groupe se dissoudra. Frustré, Arata s'aventure dans la forêt en contrebas et trouve un énorme loup tenant son épée. Le loup s'enfuit et Arata le poursuit sans être certain de la raison. Avec le doute dans son esprit, il continue de courir après le loup quand il voit soudain une vision de Masato courant à côté de lui. Masato disait à Arata que courir avec lui était la meilleure partie de sa vie et il l'encourageait à continuer de courir les yeux devant. Juste au moment où Arata sort de son flashback, il voit que le loup s'est arrêté. Il commence à penser à la façon dont Masato était son meilleur ami et il veut toujours le comprendre. Il retourne au groupe avec l'épée et Kana accepte de lui donner une autre chance. Arata va ensuite voir Kotoa et lui dit qu'il fera de son mieux pour devenir plus fort et ne pas devenir un démon la prochaine fois qu'il affrontera Masato. Elle fut émue aux larmes par sa détermination et dit qu'elle le soutiendrait, et Arata la serre soudainement dans ses bras pour la remercier de tout. D'un autre côté, Masato se réveille de son sommeil avec une servante nommée Mia à ses côtés. Il est irrité par sa gaieté excessive et sa personnalité maladroite, alors il la renvoie. Plus tard, alors qu'il contemple le coucher de soleil en maudissant Erada, Muya vient le voir et l'interroge sur Erada. Masato dit qu'Erada Ijipeat est la personne qu'il déteste le plus, mais après avoir entendu son discours, Muya affirme que Masato aime vraiment Erada parce qu'il occupe ses pensées gratuitement. Masato est furieux et manque d'attaquer la servante, lui disant qu'Arata a ruiné sa vie. Il lui raconte comment il était en pleine déprime après que sa mère ait quitté leur famille, et cela a affecté ses performances. Il a demandé à Arata de courir avec lui pour qu'il puisse retrouver de la motivation, mais à la fin du tour, Erada a réduit sa vitesse pour qu'il fasse match nul. Cela a blessé l'ego de Masato, car il voulait perdre loyalement face à son ami. Il a attrapé Arata par le col, l'accusant d'avoir ralenti exprès par pitié pour lui. Après ça, il a commencé à croire qu'Arata n'avait jamais été son ami, car il l'avait toujours méprisé, et maintenant, il compte bien se venger de lui. Peu après, Arata et son groupe arrivent dans une clairière forestière pleine de papillons, sans remarquer que le papillon bleu lumineux parmi eux est un espion du gardien nommé Yoru. Il surveille Arata depuis son palais et tous ses serviteurs s'agenouillent devant lui, tandis qu'un vieil homme est piégé dans une bulle d'eau. Les serviteurs implorent Yoru d'avoir pitié du vieil homme, mais il répond qu'il doit être puni pour avoir échoué à la simple mission de contrôler tout le commerce du sel dans le royaume. Yoru se moque que le peuple en souffre car il doit monopoliser le commerce du sel et devenir plus puissant que les autres guerriers élus. Il libère enfin le vieil homme de sa prison d'eau et avertit tout le monde que s'ils veulent le servir, ils doivent exécuter ses ordres à la perfection. D'autre part, Kana mène Arata et les autres vers le territoire de Yoru, mais Arata dit qu'il ne veut pas le rencontrer pour l'instant. Il affirme n'avoir aucune intention de combattre Yoru avant de savoir quel genre de personne il est, et c'est pourquoi il veut d'abord rencontrer ses proches serviteurs. Kotoa est immédiatement d'accord avec l'idée d'Arata, et la voyant si amicale avec lui, Ken se demande ce qui a bien pu changer entre eux deux. Arata demande alors à Ken quelle est la ville la plus proche, et ils s'y rendent aussitôt. Ils arrivent dans la ville la plus riche de tout le royaume, dirigée par l'un des serviteurs de Yoru. Ils sont arrêtés aux portes car ils n'ont pas assez d'argent pour payer la taxe d'entrée, et tandis que le gardien cherche des moyens pour qu'ils gagnent cet argent, un homme nommé Siu arrive et les fait entrer. Il fait visiter la ville à tout le monde et Kotoa repère de jolies épingles à cheveux. Cependant, ils n'ont pas d'argent et Siu leur dit de travailler pour payer leur taxe d'entrée et ensuite faire leurs achats avec ce qu'il restera. Les hommes sont envoyés dans une mine pour creuser et transporter des pierres, tandis que Kotoa se rend à la blanchisserie. Voyant que Siu est responsable de tout, Arata pense qu'il est peut-être le moyen le plus direct d'atteindre le serviteur de Yoru. La nuit, il interroge un commerçant sur Yoru, mais celui-ci ne l'a jamais vu en ville.
Il essaie de vendre des choses à Arata qui décide d'acheter l'épingle à cheveux que Kotoa voulait. C'est alors que Sue arrive et plus tard, Arata lui demande s'il a déjà rencontré Yoru. Sue lui dit que Yoru est un homme noble et sage et qu'en ce moment, il vise la perfection dans tout ce qu'il entreprend. Il révèle que Yoru a élaboré les lois de cette ville, ce qui en a fait l'endroit le plus prospère de tout le royaume. Le lendemain, alors qu'Arata et Ken travaillent dans la mine, ils voient soudain le chef réprimander un garçon pour avoir cassé une charrette. Arata et Ken s'approchent donc pour le soutenir, et ils voient en là que d'autres ouvriers ont délibérément endommagé la charrette pour accuser le garçon. Le chef refuse d'écouter la raison et renvoie le garçon, déduisant tout son salaire au titre des frais de réparation. Ken en a assez et est sur le point de s'en prendre au chef, quand Sue arrive et les arrête. Après cela, Arata et les autres se rendent tôt chez le garçon qui vit dans le bidonville caché avec d'autres personnes pauvres. Il explique que ses parents étaient marchands de tissus, mais quand ils sont tombés malades et sont morts, leur boutique a fait faillite et il a été jeté dans les bidonvilles. De plus, le chef qui vient de le renvoyer était autrefois un commis principal dans leur magasin. Arata et Ken sont furieux de cette injustice et ils apprennent ensuite que le garçon ne peut même pas quitter la ville car les frais de sortie sont trop élevés. Arata pense que c'est une moquerie d'appeler cet endroit une ville parfaite et Kana dit qu'il s'agit simplement de rabaisser les autres pour atteindre le sommet. Sue écoute tout depuis l'extérieur de la cabane et Kana va le confronter. Sue sait qui est Kana et lui demande ce qu'il fait avec un inconnu comme Arata, mais Kana lui demande de ne pas sous-estimer le garçon. À l'intérieur, Ken prépare de la soupe pour le garçon qui est ému aux larmes en la goûtant. Il remercie Arata et Ken de l'avoir soutenu alors qu'il voulait juste disparaître de ce monde. Arata est choqué d'entendre cela car ces mots lui rappellent son propre passé. Il parvient à faire comprendre au garçon qu'il ne vaut pas la peine de fuir le monde parce qu'on se sent seul et pathétique et qu'il faut continuer à chercher de meilleures choses. Le garçon dit qu'il veut juste quitter la ville et Arata lui dit qu'ils l'aideront à s'échapper discrètement. C'est alors que Kotoa et Kana arrivent aussi et ils sont également prêts à aider le garçon. La nuit, ils atteignent les portes et assomment les gardes. Ils sont sur le point de s'échapper quand soudain Sue arrive. Ken lui demande de les laisser partir mais Sue refuse en tirant une épée sacrée de sa poitrine. Il se présente comme le maître de cette ville et le serviteur numéro 1 de Yoru. Arata tire aussi son épée, disant à Sue que cette ville n'est pas parfaite du tout. Il dit que la ville est sans cœur, tout comme Yoru, et ces mots rappellent à Sue sa première rencontre avec son maître. Il avait attaqué Yoru par frustration quand il avait réalisé que tout le monde essayait de se rapprocher de lui, juste pour son argent. Il espérait que Yoru en finirait avec lui, mais au lieu de cela, il lui a donné de l'espoir et lui a demandé de devenir son serviteur. Sue sort soudainement de son flashback et attaque Arata avec sa capacité, qui consiste simplement à tirer une flopée de pièces sur son adversaire. Arata parvient à bloquer l'attaque, mais Sue ne l'attaque plus. Il affirme l'avoir surveillé sur les ordres de Yoru et l'avoir vu lutter et surmonter les défis qu'il a rencontrés. Sue dit à Arata qu'il croit en lui, et c'est alors que le papillon espion de Yoru commence à planer autour de lui. Sue sourit simplement en disant au garçon qu'il n'a pas besoin de quitter la ville, car il va défier Yoru et la transformer en un endroit plus humain. Il demande ensuite à Arata de faire en sorte que Yoru redevienne la personne bienveillante qu'il était autrefois, car il est le seul à pouvoir le faire. D'autre part, les 5 gardiens disent à Masato qu'il doit rencontrer une autre personne venue de la Terre dans ce monde afin de devenir plus puissant. Il lui montre des images de pics rocheux transperçant des hommes et un tas de corps, puis révèle que c'est le pouvoir d'Aka qui est également venu d'un autre monde. Une fois arrivé sur le territoire d'Aka, il attaque leur navire pour leur dire de s'éloigner. Le navire est sur le point de battre en retraite, mais Masato saute pour parler à Aka. Il utilise le pouvoir de son épée pour atterrir en toute sécurité, puis demande à Aka de faire équipe avec lui afin qu'il puisse vaincre Arata et Kana ensemble. Aka n'est pas intéressé par les perdants comme lui, alors il commence à s'éloigner, mais Masato fait une crise de colère, disant qu'il veut juste vaincre Arata à tout prix, sinon sa venue ici n'aurait aucun sens. Aka lui accorde enfin un peu d'attention, puis s'approche soudainement de lui, sa lance pointée vers le visage de Masato. Aka lui dit qu'il est trop mou et faible pour vaincre Arata, et il lui transperce l'œil pour lui donner un sentiment de perte. Il dit ensuite à Masato que plus il perd de mots sur le chemin pour devenir plus fort, meilleur est le résultat. Masato était prêt à tout perdre si cela signifiait qu'il pouvait vaincre Arata, et pour honorer sa détermination, Aka l'accepte comme élève et lui donne même son œil. De l'autre côté, Kana mène le groupe au palais de Yoru, situé sur une petite île avec une étrange boule d'eau flottant haut au-dessus. À l'intérieur du palais, Yoru salue sa mère, piégée dans une bulle d'eau, et lui dit qu'une fois qu'il aura obtenu l'épée divine Tsukuyo, il ne sera qu'à un pas de devenir roi, et alors peut-être qu'elle sera fière de lui. À l'extérieur du palais, Arata et Kotoa attendent Ken et Kana, partis en mission de reconnaissance. Arata est sur le point d'offrir l'épingle à cheveux qu'il a achetée à Kotoa, quand elle commence soudainement à parler de son désir de rentrer chez lui. Elle dit qu'il doit avoir de la famille et des amis dans son monde, et qu'elle veillera sur lui en leur nom jusqu'à ce qu'il soit temps pour lui de revenir. Elle s'enfuit sans entendre ce qu'Arata a à dire, et il sort l'épingle à cheveux qu'il n'a pas pu lui donner.
Il réalise enfin qu'il avait cessé de penser à retourner dans son monde depuis qu'il avait promis à la princesse de la sauver. Alors qu'il est perdu dans ses pensées sur son avenir incertain, il entend soudain Kotoa crier et court vers elle. Il trouve un tentacule d'eau lui agrippant la jambe et le temps qu'il tire son épée divine, d'autres tentacules attaquent Kotoa et la piègent dans une bulle d'eau. Elle est entraînée dans la mer et Arata ne peut que crier son nom alors que Ken et Kana reviennent. Kana dit que c'est le pouvoir de Yoru et Arata court immédiatement vers son palais pour sauver Kotoa. Les portes du palais sont ouvertes et aucun garde ne bloque Arata alors qu'il entre et trouve Kotoa piégée et ligotée. Soudain, l'eau commence à remplir la bulle où elle est retenue et Arata tire son épée pour la libérer. Il utilise la capacité de son épée pour attaquer la bulle, mais cela ne fait aucun dégât. C'est alors que Yoru apparaît et salue Arata, lui disant qu'il est trop faible pour briser la prison pour l'instant. Ken et Kana arrivent aussi, et Yoru se moque de Kana pour s'être fait voler son épée sacrée par Aka. L'eau à l'intérieur de la bulle continue de monter, et Arata exige de Yoru qu'il libère Kotoa. Il lui dit de le soumettre ou de se rendre à lui s'il veut libérer la jeune fille. Arata le traite de lâche, mais Yoru affirme que c'est le moyen idéal de le soumettre et de rendre sa maman fière. Il attaque avec une vague d'eau et Arata la bloque avec sa barrière. Kana et Ken veulent aider Kotoa, mais Yoru leur bloque aussi le chemin. Tous ses serviteurs regardent le combat et Su convainc tout le monde de soutenir Arata car il est le seul à pouvoir rendre Yoru à nouveau bienveillant. Arata ne peut qu'esquiver les attaques de Yoru et alors que Su l'aide à bloquer une attaque venant de son angle mort, Yoru se met en colère et attaque ses serviteurs. Arata perd sa concentration en voyant Kotoa en difficulté et Yoru en profite pour le frapper avec une attaque d'eau et le piéger alors qu'Arata est sur le point d'être submergé dans l'eau verte lumineuse. Zu réalise que Yoru va utiliser son mouvement spécial qui mettra fin à la bataille instantanément. Soudain, un navire volant apparaît au-dessus d'eux et quelqu'un en saute. C'est Masato qui est venu ici pour battre Arata après être devenu plus fort. Il utilise le pouvoir de son épée impie pour atterrir en catastrophe dans le palais et commence à chercher Arata. En le voyant se noyer, il demande à Yoru ce qu'il fait avec son ennemi. Yoru répond qu'Arata est endormi et qu'il se rendra à lui dans son sommeil. Masato ne peut laisser personne d'autre vaincre Arata, alors il l'attaque mais Yoru bloque son attaque et le piège aussi dans une bulle d'eau. Il submerge Masato dans la piscine puis y entre lui-même pour vaincre les deux garçons. À l'intérieur de la piscine, Arata se sent au chaud et en sécurité, puis il ouvre soudainement les yeux pour se retrouver chez lui. Sa mère a préparé sa soupe préférée, mais elle lui demande ensuite de prêter le serment de soumission. Elle essaie de le faire chanter pour qu'il dise qu'il abandonne son pouvoir à Yoru, mais Arata refuse. Voyant qu'il a toujours la volonté de riposter, Yoru utilise son pouvoir et rajeunit Arata, transformant son rêve en un moment où il s'est battu à l'école primaire. Sa mère lui dit d'abandonner et de prononcer les mots qui mettront fin à sa douleur, mais il refuse toujours de se rendre. Yoru remonte encore le temps, mais même le jeune Arata ne se rend pas. Exaspéré qu'Arata n'écoute pas sa mère, Yoru décide de le tuer. Il inverse encore le temps pour transformer Arata en nourrisson, mais soudain, la voix de Kotoa commence à résonner dans l'esprit d'Arata, lui disant de continuer à se battre. Arata retrouve soudainement son âge normal et dit à sa mère qu'il doit partir. Il lui dit qu'il a une fille qu'il aime et même dans le rêve artificiel, sa mère lui souhaite bonne chance. Sur ce, Arata déchaîne la pleine puissance de son épée, Tsukuyo, brisant la technique de Yoru, ainsi que la gigantesque boule d'eau au-dessus de son palais avec une lumière dorée éclatante. Avec la poussière dorée tombant du ciel, Arata descend au sol avec Kotoa dans ses bras. Tout le monde est stupéfait de le voir et Kotoa ouvre les yeux une fois qu'elle atterrit en toute sécurité. Yoru sort de la piscine, furieux qu'Arata ait brisé sa technique et aussi parce qu'il a refusé d'écouter sa mère. Arata répond que sa mère ne lui dirait pas d'abandonner même en rêve et qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Yoru essaie de l'attaquer mais son pouvoir ne s'active pas car son arme divine a perdu sa volonté de combattre. Soudain, une terrible réalisation frappe Yoru et il court vers la pièce où sa mère est gardée. La boule d'eau dans laquelle elle était piégée éclate, ne laissant derrière elle qu'un ensemble de vêtements vides. Yoru fait une crise en perdant sa mère, mais Su dit à tout le monde que sa vraie mère est morte il y a longtemps et que celle-ci n'était qu'une illusion qu'il s'était créée. La mère de Yoru ne lui a jamais montré d'affection et elle le réprimandait constamment pour qu'il soit parfait en tout. Il a travaillé dur, espérant qu'elle le louerait un jour, mais même après qu'il soit devenu l'un des 12 gardiens, elle n'a pas changé. Elle est décédée peu après et Yoru pensait que s'il devenait roi, elle le reconnaîtrait enfin. Mais maintenant, il a terriblement échoué en tout. Kana s'avance soudainement vers une petite boîte sur un support et Yoru lui dit de ne pas la toucher car c'est le cadeau que sa mère lui a fait juste avant de mourir. Kana lui demande ce qu'il y a à l'intérieur et Yoru répond qu'il n'a jamais osé l'ouvrir car il sentait qu'il n'en était pas digne. Tout le monde lui dit de regarder à l'intérieur car il pourrait y avoir un message pour lui et Yoru s'exécute.
Il ouvre la boîte et trouve un collier mal fait qu'il avait fabriqué pour sa mère dans son enfance et elle avait refusé de l'accepter, disant que c'était une perte de temps pour elle et pour lui. Yoru est abasourdi, puis son ancien serviteur lui dit que l'attitude stricte que sa mère avait toujours adoptée n'était que pour son bien. Elle savait que Yoru était un enfant gâté et gentil qui ne connaissait rien aux défis du monde réel, il avait déjà perdu son père et si sa mère avait pris la responsabilité de le préparer à l'avenir en agissant durement, Yoru lui avait brisé le cœur. Quand Yoru réalise la vérité, il fond en larmes et comprend enfin qu'il avait perdu son chemin. Il s'excuse auprès de ses serviteurs pour tous les torts qu'il a commis, puis remercie Arata de lui avoir fait prendre conscience de cela. Il lui demande ce qu'il pense être la chose la plus importante dans ce monde, et Arata répond que ce sont les liens qu'il tisse avec les autres. Yoru est satisfait de la réponse, mais c'est alors que Masato arrive, et il n'est pas content d'entendre parler de liens de la bouche d'Arata. Il lui dit qu'il n'a pas besoin de relations humaines, car il va l'écraser et le tuer ici même. Il dit qu'Arata est pareil car il le déteste assez pour se transformer en démon et le tuer. Arata frissonne en entendant cela et Masato lui dit de se transformer à nouveau en démon pour qu'il puisse se battre. Arata déclare qu'il ne redeviendra jamais un démon et jure qu'il changera le cœur de Masato. Masato répond qu'il ne sera pas changé par quelqu'un d'aussi faible que lui, puis pointe son épée sur Arata. Son épée Orochi évolue et devient soudainement plus forte et Arata n'a d'autre choix que de tirer aussi son arme. Masato le charge et le choc de leurs épées détruit la pièce où il se trouvait. Arata profite de la fumée et s'enfuit, mais Masato le poursuit. Il attaque avec les lames allongées de son épée et Arata ne peut qu'esquiver. Kotoa s'inquiète pour lui en se rappelant comment Arata s'est transformé en démon la dernière fois qu'il a combattu Masato. Elle demande à Kana de l'aider, mais il refuse, disant que c'est une bataille qu'Arata doit mener seul. Elle se tourne vers Ken, mais il est d'accord avec Kana et ajoute qu'il ne serait d'aucune aide de toute façon. Cependant, il dit à Kotoa de croire en Arata car il ne se transformera pas en démon et gagnera quand même. D'autre part, Arata est constamment repoussé par l'épée changeante de Masato et ses attaques incessantes. Il active la barrière de son épée pour la bloquer et Masato lui dit d'arrêter de se cacher comme un lâche et d'attaquer. Il dit que c'est une bataille pour la soumission et Arata répond qu'il ne veut soumettre personne. Soudain, Ken encourage Arata, lui disant de riposter ou il ne pourra pas atteindre la princesse Kiku. Arata réalise soudainement qu'il doit être à la hauteur de la confiance que la princesse a placée en lui. Kotoa arrive aussi et dit à Arata que tout le monde croit en lui. Il se remémore les visages de tous ses amis et trouve la détermination de mener le combat jusqu'au bout. Cependant, Masato lui dit que la croyance est une chose sans valeur alors qu'il déchaîne le pouvoir sombre de son épée. L'obscurité commence à submerger Arata et il ne peut la vaincre en utilisant les capacités de son épée. Tout le monde pense qu'il est en difficulté car l'épée Tsukuyo n'a aucune capacité offensive. Yoru décide de l'aider en se soumettant à lui et en lui donnant tous les pouvoirs et capacités de son arme. Ses serviteurs essaient de l'arrêter, mais Yoru dit que soutenir Arata en ce moment est un acte plus grand que de devenir roi et peut-être que sa mère sera fière de lui pour cela. Même Arata ne veut pas qu'il se soumette à lui, mais Yoru a pris sa décision et il dit à Arata de changer le monde aussi pour lui. Alors que Yoru commence le serment de soumission, Arata lui dit d'arrêter, mais Kana lui dit d'arrêter d'être une mauviette. Il lui dit que Yoru lui confie sa vie, son pouvoir et ses rêves, et qu'il doit se ressaisir et continuer d'avancer avec ce nouveau pouvoir. Yoru achève alors le serment de soumission, et son corps se transforme en énergie dorée pour entrer dans l'épée d'Arata. Arata a une explosion d'émotion et d'énergie qui détruit tout le palais. Arata et Masato se tiennent l'un en face de l'autre, et il demande enfin à Masato pourquoi il veut tant le combattre. Masato se souvient de leur passé et dit à Arata qu'il veut le vaincre à tout prix quand il est au sommet de sa forme. Arata demande s'il n'est pas satisfait de toutes les brimades au fil des ans, mais Masato lui dit qu'il est trop stupide pour comprendre la vérité. Il attaque soudainement Arata avec les lames fouet, mais Arata transforme son épée en l'arme de Yoru et dévie les attaques de Masato avec des jets d'eau. Masato essaie d'attaquer à nouveau, mais Arata dévie ses lames cette fois aussi. Voyant Arata prendre enfin leur combat au sérieux, Masato décide que c'est sa chance de le vaincre correctement. Il utilise les lames fouet pour se propulser dans les airs puis charge Arata, tous deux invoquant le pouvoir de leurs épées divines. Arata dit à Masato que son combat n'est plus seulement le sien, alors il ne perdra pas. Il repousse Masato avant de déchaîner la pleine puissance de son épée qui commence à briller et à se restaurer. Soudain, le sol commence à trembler et d'énormes piliers rocheux émergent de la mer. Tout le monde est stupéfait par le pouvoir d'Arata. Même Masato en reste sans voix. Arata déclare que pour le bien de ses amis dans ce monde, il se battra de toutes ses forces. Il lève son épée, créant une barrière dorée et un ensemble d'ailes éthérées faites d'énergie pure autour de lui. Tout le monde est stupéfait de voir cela car Arata a enfin activé la pleine puissance de Tsukuyo. Il balance son épée et une énorme rafale d'énergie est envoyée vers Masato qui déclare qu'il n'abandonnera pas son rêve et le vaincra sûrement un jour.
Il dit à Arata d'attendre la prochaine fois qu'ils se battront, puis est emporté par la formidable quantité d'énergie. Alors qu'Arata savoure sa victoire, il se sent soudain comme à l'époque où il courait avec Masato au collège. Il n'a pas l'impression d'avoir été dans une bataille à mort, mais dans une compétition amicale. Il s'assied ensuite, remerciant Tsukyu de lui avoir donné son pouvoir. Soudain, Kotowa grimpe sur le rocher, serre Arata dans ses bras, soulagé de le voir sain et sauf. Arata en profite pour lui offrir l'épingle à cheveux qu'il lui avait achetée, et elle est ravie de la recevoir. Après cela, Arata rencontre les serviteurs de Yora, qui ont décidé de suivre l'exemple de leur maître et de se soumettre à lui aussi. Il leur demande s'ils sont sûrs, et tous lui répondent qu'ils veulent lui donner leur pouvoir pour qu'il puisse changer le monde. Ainsi, tous les serviteurs se soumettent à Arata et deviennent une partie de sa force. Après avoir absorbé leur énergie et leur force vitale, Arata déclare qu'il continuera d'avancer pour prouver que tous avaient raison de lui faire confiance. Si vous aimez cette vidéo, alors abonnez-vous et regardez la vidéo qui s'affiche à l'écran juste après.